rentrons dans les détails, même si c'est vraiment très dur. Douche glacée, sévices nocturnes, viol, attouchement, isolement extérieur en pyjama ou en caleçon, pieds nus en plein hiver. Alors ça, c'est une torture qui est Sur le répertoriée dans les livres sur les goulags soviétiques. Et où les enfants étaient laissés parfois plusieurs heures. Il a failli être amputé, ce gosse, parce qu'il est resté trop longtemps dehors. Il a failli perdre ses 4 membres. Bonsoir chers amis de la littérature, ce soir c'est un peu particulier et même un événement puisque je reçois Alain Esquer, le lanceur d'alerte de l'affaire Betaram, avec Clémence Badaud. Ils ont coécrit Le silence de Betaram chez Michel Lafon. Il y a des passages insoutenables. Votre démarche, Alain, est née un jour où vous avez croisé Patrick Martin avec des élèves de Betaram, et tout d'un coup, tout vous est revenu, en fait. C'est-à-dire que c'est devenu insupportable pour vous de ne pas parler de ce que cet homme vous avait fait. Oui, tout de suite, quand j'ai rencontré cet individu, ce triste sire qui était à Betaram depuis plus de 40 ans, qui sévissait dans l'internat de ces jeunes garçons, je me suis rappelé tout de suite en 1983, quand il était arrivé. Moi, je suis un petit élève de Betaram, je rentre en CM1 dans cette institution. Vous avez quel âge? J'ai une dizaine d'années. Ouais. Je vais y rester donc pendant 6 ans. J'ai 9 ans précisément, du CM2 à la 3e. Et j'habite à côté de cette institution qui est renommée dans le Béarn. Je suis plutôt fier d'aller à Betaram, en fait, au départ, parce que pour moi, c'est aller dans l'école des grands. Betaram, c'est une carte postale. Oui, c'est imposant. C'est un bel immeuble près d'un fleuve. Enfin, magnifique bâtisse, une belle piscine, des cours de tennis. Une chapelle. Une chapelle, un calvaire aussi, avec 15 stations. Et donc, je croise ce surveillant et je me dis, Alain, c'est quand même pas possible qu'il soit toujours là. Lui qui t'avait donné une rouste en 1983, qui était en plus totalement infondée, mais il en donnait un peu à tout le monde. Ce jeune homme, tout jeune d'ailleurs, qui est arrivé dans l'institution. Et là, mon sang ne fait qu'un tour. Je l'avais déjà revu, mais de le voir en contact avec ces petits garçons qui étaient tous très polis, qui me saluaient « Bonjour monsieur, bonjour monsieur ». Et là, son visage là, qui m'apparaît, qui est une insulte pour moi. Et là, je me dis « Non, il faut que je porte en fait cette parole de Betaram, que je fasse connaître ce qui s'est passé. » Alors peut-être je vais être stupide, je vais être dans mon petit groupe, mais qu'importe, il faut recueillir tous les témoignages. Là où c'est important, de ces violences physiques qui avaient été perpétrées. Alors, vous avez commencé, donc créer un groupe Facebook qui était le 10 octobre 2023. Mais en fait, vous parlez de ces violences physiques depuis 1996, c'est ça? Oui, en 1996. Pourquoi? J'en parlais déjà avant. Vous parliez autour de vous? Oui, autour de moi. Et puis, tout le monde me disait, mais arrête de pleurnicher, c'est pas grave, c'est l'éducation. Hein. Pour faire un homme, c'est normal de prendre des coups dans son éducation. Voilà, ça fait partie du décorum, de ces choses qui sont obligé en fait dans la vie, un passage, un rituel. J'ai l'impression que ça a duré tout le XXe siècle, sans doute les siècles précédents. Et puis, mais quand est-ce que ça s'est arrêté? Est-ce que quand même dans les années 90, il n'y a pas un tournant? Le basculement à Betaram, ça va être l'arrivée des téléphones portables. Ah bah voilà. Pour une fois que le téléphone portable a une vertu, c'est qu'on ne peut plus tabasser les enfants. On ne peut plus tabasser parce que tout va être filmé. Ouais. Et donc, ça va s'arrêter, grosso modo, 2005. C'est dingue, j'avais jamais pensé à ça. C'est la seule fois où on dit du bien des téléphones portables dans cette émission, parce que je suis très contre, mais là, pour le coup. Et Clémence Badaud, expliquez-moi un peu comment vous avez rencontré Alain et pourquoi vous avez pris fait et cause pour ce combat.
Ça fait quand même quelques années maintenant. Moi, j'ai commencé ma carrière de journaliste à Radio France Pays Basque et Radio France Pau Béarn, donc c'est une région que je connais bien. Je connaissais déjà Betaram. On entendait déjà dans les années 2000 une sorte de petite musique de fond, une sorte de petite rumeur sur ces violences, sur ces châtiments, sans vraiment comprendre ce que c'était. Et puis, en août l'année dernière, ça fait presque un an, on s'est rencontrés pour un projet de documentaire et on a commencé à vraiment parler, discuter, enquêter beaucoup ensemble aussi. Mais Alain, il avait à cœur d'écrire un livre. Donc régulièrement, il me disait « Clémence, le livre ». Et il se trouve que mon mari écrit aussi, donc je connais quelques personnes dans l'édition. Et en janvier, j'ai appelé Michel Lafon et je leur ai parlé de Betaram. Je leur ai dit, j'ai un spotlight à la française. Je leur ai pitché un peu comme ça. Spotlight, c'est quoi? C'est une série? Non, c'est un film en fait qui se passe aux États-Unis, qui dénonce les évêques pédophiles. Ça, voilà. Oui, c'est vrai. Et ils ont eu le nez vraiment très creux parce que le 5 janvier, personne ne connaissait l'affaire de Betaram, à part les gens localement. Mais Oui. En France, vous parliez de Betaram, on vous regardait avec des yeux ronds. Ils ont eu le nez creux parce qu'ils m'ont dit, c'est super. Ouais, vraiment, on va y aller. Et puis, le 5 février, il y a eu l'affaire Bayrou à l'Assemblée nationale. Mediapart, en fait, qui sort ça un article pour nuire au Premier ministre, hein, voilà. Clairement. Clairement, il y a cette scène à l'Assemblée nationale où il doit répondre aux questions de Paul Vanier. L'affaire devient politique, devient nationale. Et là, Michel Lafon nous rappelle et nous dit, alors non seulement on va prendre le livre, mais on le veut pendant 6 semaines. Voilà l'histoire du silence de Betaram. Oui. Mais ce qui est fou, c'est que Alain, vous parlez de ça à Pau et autour de vous et à des journalistes, et puis vous montez ce groupe Facebook, et ça fait très très longtemps. Et donc en fait, ça s'est accéléré pour des raisons politiques, pour savoir si oui ou non Bayrou était au courant ou pas. Mais bon, est-ce que vous avez pris ça comme une divine surprise ou finalement ça vous ennuie plutôt parce qu'on s'éloigne de l'affaire en elle-même, de la vraie souffrance de ces victimes? En fait, je suis très partagé parce qu'évidemment, la médiatisation, elle permet la libération de la parole et elle est essentielle, cette libération de la parole. Elle ne fait que commencer d'ailleurs, parce que sinon nous en aurons jusqu'à l'overdose. Vous savez, il y a 5,5 millions de Français qui sont abusés sexuellement pendant leur minorité. Les chiffres sont considérables, donc aussi un très grand nombre d'agresseurs. C'est un sujet de société, c'est un sujet extrêmement tabou, puisque il se rapproche un peu de celui aussi de l'inceste, parce que c'est un univers clos, Betaram. Il y a cette confiance qui est donnée à ces prêtres directeurs, en plus des prêtres directeurs, donc c'est eux qui insufflent. Donc la médiatisation nous sert, mais aussi nous dessert, parce que pour les victimes, c'est un cheminement qui est compliqué. Je peux vous dire que de recueillir à ce jour près de 250 témoignages de victimes de violences physiques et sexuelles. C'est très lourd à porter, c'est très difficile pour les victimes de s'exprimer parce qu'il y a toujours ce truc, il va falloir que tu grandisses mon grand, il va falloir être adulte et passer l'éponge en fait sur ces périodes, mais ça marche pas comme ça l'esprit humain. Vous savez, quand vous êtes agressé, eh bien, malheureusement, ça met des années, des décennies. Parce que le cerveau efface, non? C'est ça, Clément? Bien sûr. Il y a beaucoup de victimes qui font carrément un blackout. La mémoire traumatique fait qu'ils effacent complètement l'événement traumatique, souvent le viol. On parle d'une victime dans le livre qui va avoir comme un flash, qui va se réveiller 30 ans plus tard en regardant effectivement François Bayrou à l'Assemblée nationale répondre à ses questions sur la violence à Betaram. Et là, tout lui revient en pleine tête. C'est assez fascinant. Muriel Salmona, qui travaille sur ces questions, explique ça très bien. C'est tellement violent que pour vous protéger, en fait, votre cerveau, il oublie, il efface, il enferme tout ça. Mais c'est toujours en vous. Et puis, ça peut vous éclater à la figure à n'importe quel moment. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de victimes qui vont, comme ça, 30 ans plus tard, avoir ce traumatisme qui va rejaillir. C'est absolument terrifiant. Alors, en plus, ce qui a doublé aussi l'intérêt pour votre livre, c'est que la fille de François Bayrou témoigne dans votre livre. Et pourquoi est-ce que vous avez intégré ce témoignage? Parce qu'elle n'était pas vraiment à Betaram, elle était dans un établissement... je dirais lié, mais pas vraiment. Elle faisait partie de l'établissement Digon.
Et ensuite, elle les va aller au lycée de Bétarame et elle va y être donc demi-pensionnaire. Hélène, son témoignage, il est essentiel dans le livre. C'était pas prévu au départ. Et elle va me contacter quelques mois avant justement sa parution, le 24 avril. Pourquoi? Parce que elle va m'expliquer quelque chose que moi je n'avais pas encore cerné. C'est que même quand on est enfant de notable, on peut aussi être violenté dans ce type d'établissement. Et mais jusqu'à présent, il y avait cette petite musique que on choisissait en fait. On tapait on tapait surtout ceux qui n'avaient pas de parents, les internes, les internes surtout. Mais elle va être prise à partie aussi en disant mais elle a vu ces violences et pourquoi elle n'a rien dit. Et c'est vrai que les victimes se posaient la question parce que quelque part ces enfants de notables ils étaient regardés en fait comme des privilégiés. Oui, comme des privilégiés parce que son père était ministre de l'Éducation nationale. Et son travail sur le déni collectif est intéressant à mon sens et il donne un éclairage supplémentaire. Parce que c'est pas parce qu'il y a tout le monde qui assiste à des violences qu'il y a des interventions, en fait, on ne dit rien. Et qu'est-ce qu'elle nous apprend? Qu'elle n'a rien dit à son père. Alors certains disent, elle est là pour le protéger, mais non, en fait, ça marche pas comme ça. D'ailleurs, si elle voulait vraiment le couvrir, je pense pas qu'elle serait allée chez Mediapart et elle aurait livré d'ailleurs des informations tout à fait confidentielles directement lors de l'émission. Mais elle fait preuve d'un courage, moi, que je trouve exemplaire. Par contre, elle n'est pas elle violentée à Bétarame, elle est violentée dans un camp d'été qui est organisé par un abbé qui s'appelle l'abbé Lartiguet et qui est curé d'Asson. Et juste pour revenir sur l'élément déclencheur et le coup de fil d'Hélène le 21 février à Alain, parce que je pense que c'est très intéressant, il y a un journaliste de Sud-Ouest qui l'appelle le 21 février pour lui dire, voilà, Hélène, un ancien élève de votre classe porte plainte contre vous et contre votre père pour non-dénonciation de faits de violence parce que vous avez assisté à son tabassage, il a vu l'effroi dans vos yeux, il est convaincu que le soir à table, vous en avez parlé à votre père et donc il porte plainte contre vous. Et là, ça a été l'élément déclencheur et c'est hyper intéressant parce que ça vient toucher du doigt la force du déni, la chape de plomb. Non, Hélène Bayrou, elle a eu ce regard d'effroi, effectivement, mais parce que ça l'a renvoyée elle-même à sa propre agression, elle est devenue sidérée. Et il y a une phrase très belle qu'elle dit dans le livre, elle parle de ce regard de papillon mort épinglé au mur. C'est vraiment ça, en fait, ce qu'elle a vécu. Et je pense que elle t'appelle quelques heures après, parce qu'elle veut aussi témoigner de ça, parce qu'elle veut, elle, faire évoluer les mentalités, expliquer ce qu'est le déni collectif et faire changer les pensées de manière très intellectuelle, très philosophique. Et c'est ça aussi qu'elle nous a apporté. Ah oui, cette approche, elle est extraordinaire. Et elle se fiche que son père soit Premier ministre ou pas. Elle prend tous les risques et c'est ça qui est intéressant. Mais je trouve qu'il faut... Et c'est pour ça qu'il faut lire le livre pour comprendre pourquoi en fait son témoignage vient éclairer tout le reste. Alors, rentrons dans les détails, même si c'est vraiment très dur. Donc, vous étiez externe, c'était plutôt une chance, parce que c'était bien pire pour les pensionnaires. Douche glacée, sévices nocturnes, viol, attouchement, isolement extérieur en pyjama ou en caleçon, pieds nus en plein hiver. Alors ça, c'est une torture qui est répertoriée dans les livres sur les goulags soviétiques. On vous met dans le froid pendant des heures en sous-vêtements. Ça s'appelle la punition du Perron, qui est donc vraiment située en bordure du Gave de Pau, donc un endroit glacé l'hiver, et où les enfants étaient laissés parfois plusieurs heures. Le témoignage de Marc, il a failli être amputé, ce gosse, parce qu'il est resté trop longtemps dehors, il a failli perdre ses 4 membres. Oui. C'est fou. Et il y en a un, c'est peut-être lui qui a réussi à trouver un... C'est Marc. Donc ça veut dire que c'était assez récent, il a trouvé un téléphone portable. Alors non, il a trouvé une carte de téléphone pour aller à la cabine téléphonique. Ah oui, d'accord. Il est allé à la cabine téléphonique, appeler son père. Exactement. Son père est arrivé avec l'air conditionné à fond en position chaude. Exactement. Pour l'emmener à l'hôpital. Exactement. Et il lui a sauvé comme ça les doigts. Les doigts, les pieds, voilà. Ouais.
Enfin, c'est pour dire quand même tout ça est incroyable. Imaginez quand même, on est sur des enfants de 10, 12, 14 ans. Et en quelle année? Qui ont... Là, on est en là, on est en 96. 96. 96. 96. C'était hier. Parce que C'est hier, c'est une génération, quoi. On dirait le Moyen-Âge, mais c'est pas le non, c'est Moyen-Âge. pas le moyen. Il faut bien dire ça, parce que, par exemple, moi, dans mon livre, je parle de mon père à Sorèze. Et c'était dans les années 40. Alors, on peut se dire les années 46, 47, après la guerre, ça devait être la pénurie. Bon, alors donc, voilà, les enfants souffraient énormément. Mais là, en 96, 96, c'est 50 ans après. Adrien, c'est 2004, il est les bras en croix sur le perron, quoi. Enfin, on est sur des punitions moyenâgeuses et un enfant existait, certes. Il y en a un soulevé par les cheveux aussi. Ouais, voilà, Soulevé par les cheveux. carrément la touffe de cheveux. Il y a eu beaucoup de tympans percés, beaucoup de nez fracturés, il y a eu des choses inimaginables. Frotté avec des orties. Et voilà. puis les piqûres à l'eau aussi, vous avez lu ça, des piqûres à l'eau. À l'eau, c'est quoi Donc en fait, ça devient vraiment. Alors là, on bascule dans le détraqué complet. Et acte de torture, Ah, oui. qui n'est pas reconnu comme acte de torture, parce que faire des piqûres. Donc c'est un des surveillants n'est pas un acte de torture. Le pire bourreau de Bétharame, surnommé Cheval, qui aimait beaucoup aller à l'infirmerie, parce que lui, ce qu'il aimait, c'était frapper les enfants puis les réconforter après. Voilà, c'est la claque et le réconfort. Et il prenait la place de l'infirmière et il faisait des piqûres sous-cutanées, donc à l'eau. Et c'était terrifiant. Les enfants, du coup, avaient la peau qui se mettait à gondoler. Ça faisait un mal de chien. Et c'était juste pour leur faire mal et pouvoir ensuite les réconforter. Et entendez bien, quand je dis les réconforter, c'est les violer, évidemment. Bien sûr. Vous-même, vous êtes catholique? Bien sûr, je suis catholique. Toujours vous avez la foi, oui, bien pratiquant. Alors, pratiquant beaucoup moins aujourd'hui qu'auparavant, mais d'ailleurs, certains me le reprochent de dire que je suis chrétien et que je crois toujours dans la parole de l'Église. C'est pas parce que certains de ses serviteurs ont failli dans le passé, et c'est pour moi très très important de m'investir aussi auprès de l'Église pour dire il faut changer les choses, il faut nettoyer ces écuries ecclésiales parce que il en va aussi de notre responsabilité de chrétien. C'est intéressant parce que vous pensez, Clémence, que l'Église n'a pas tellement suffisamment réagi à cette affaire dans son ensemble. C'est vrai qu'on n'a eu aucune parole d'évêques, de prêtres qui sont venus nous soutenir. Non. Je pense que c'est encore un problème trop difficile pour eux à affronter. Et c'est dommage parce que moi, je partage la foi catholique avec Alain. Je suis aussi chrétienne et je pratique. Et j'ai pas envie que mon église, elle ressemble à ça. Et je trouve qu'il faut, comme tu dis très bien, nettoyer les écuries de chasse. Et maintenant, il faut saisir ce problème à bras-le-corps, l'affronter, oser l'affronter, le regarder dans les yeux et le régler. Moi, je n'arrive pas à comprendre. Je vous le dis très franchement, quand j'ai découvert ce qu'avait été l'enfance de mon père ou la vôtre, je ne comprends pas, parce que c'est le sommet de l'abjection pour moi de frapper un enfant. Je n'arrive pas à comprendre. On pensait quoi? Qu'on allait arriver à les élever comme ça? Oui, mais là, c'est ce qu'on pensait. Là, il faut se replonger aussi dans une époque. Les parents, et le rôle des parents aussi, qui exilent leurs enfants dans des prisons. Moi, je suis frappée de voir que les parents démissionnent souvent quand même. Ils sont bien contents de confier à cette époque, c'est aussi très générationnel, l'éducation à la dure de leurs enfants. Et puis, il y a cette aura. On est tout près de Lourdes, il y a eu des apparitions mariales à Bétharame. C'est quand même tenu par ses pères, et c'est d'ailleurs tout le problème, qui sont des demi-dieux dans cette région. Le père Caricart est un demi-dieu. Le père Ségur est un demi-dieu. Donc on est très fiers d'avoir son enfant à Bétharame. Oui, c'est la négation de la personne humaine. Ça, c'est ce qui m'a, quand j'ai fait mes études de droit, c'est ça qui m'a vraiment motivé pour dénoncer. Et vous voyez, la société, elle est prête juste aujourd'hui. Sinon, depuis des années et des années, je prêche dans le désert. Oui, c'est le cas de le dire, parce que par exemple, avec Jean-François Lacoste-Séris, le père de cet enfant donc, qui a eu le tympan en partie
aussi brisé, eh bien, je distribue des tracts aux parents de Betaram. En 96. En 96. Et ces parents me le jettent au visage, comme pour dire, mais qu'est-ce que tu viens nous embêter avec ces histoires de violence? Nous, on est d'accord, il faut des bonnes corrections aux enfants pour qu'ils progressent dans la vie. Moi, j'ai certaines victimes aussi au départ, et ça m'horripile, qui me disent, mais on est devenus des hommes grâce à ça, comme si Betaram nous avait greffé un pénis. Enfin, il faut, tout ça est extrêmement ridicule, et je trouve qu'il y a eu une démission parentale en se disant, ces établissements, on leur délègue notre autorité, pour donner la meilleure éducation possible. Et surtout, on ne touche pas à l'institution. C'est ça. Le plus important, et c'est d'ailleurs aussi, moi je pense, la position aujourd'hui de l'Église. L'Église, elle préfère parfois sauver l'institution plutôt que de prendre parti pour les victimes. Je vous interromps un instant, on a oublié de dire une chose, c'est qu'il y a aussi beaucoup de morts. Oui. Il y a des suicides. On a répertorié une trentaine d'élèves qui se sont suicidés alors qu'ils étaient élèves à Betaram ou après avoir quitté l'institution. C'est énorme. Moi, je sais que dans mon expérience, quand j'étais à l'école, il y a peut-être eu un suicide en 20 ans. Donc ça, c'est une vraie question, en fait. Qu'est-ce qui les a... C'était dans le document. Voilà, qu'est-ce qui les a poussés au suicide? Et ce qui est très beau aussi, dans le groupe Facebook d'Alain, c'est qu'on a énormément de familles et de proches qui demandent à entrer en contact, justement, avec les amis, parce qu'ils sont, depuis ces années, plein de questions sur la mort tragique de leurs proches, et ils disent, est-ce que tu connaissais un tel? Est-ce que tu sais pourquoi? Et ils font une petite enquête à leur échelle pour comprendre ce geste tragique et essayer d'apporter des réponses, en fait. Ouais. Mais Alain, alors je surenchéris, pardon, c'est peut-être désagréable, mais vous n'êtes jamais sorti de Betaram, finalement. Puisque vous avez été, quand on aime, vous y avez été, quand on aime, on ne compte pas. Ouais. Non, mais sérieusement, vous y avez été élève, on vous a tabassé. Ouais. Finalement, ensuite, vous avez décidé de dénoncer tout ça, et ça vous a pris encore une trentaine d'années. Et ça me prend encore du temps, mais je ne le regrette pas. Je suis attaché à Betaram, et d'ailleurs dans le chapitre du livre. Et vous habitez pas loin en plus. Et j'habite à 700 mètres de l'établissement. Vous voyez, j'ai la vue sur le calvaire de Betaram. Peut-être je serai enterré au cimetière de Betaram. Vous voyez. Mais enfin. Peut-être pas. Mais il faut s'en aller là. Foutez le camp là. Foutez le camp. Laissez tomber. Non, vous avez jamais. Non. Vous avez Je jamais ne peux pas. Je renoncé. suis attaché. Et c'est très curieux en fait, vous avez raison de le souligner, c'est très curieux cet attachement à quelque chose qui vous a fait souffrir. Ouais, qui m'a fait souffrir, et de l'autre j'étais attaché aussi à des prêtres qui se sont toujours très bien comportés envers moi, notamment ceux de la maison de retraite. C'est pour ça aussi que ça donne une légitimité au combat que je porte, parce que j'en veux pas à l'Église catholique, j'en veux pas aux prêtres de Betaram, mais j'en veux aux salopards qui ont abusé, qui ont brisé des vies, et ces laïcs qu'on a laissé faire, parce que malheureusement, la congrégation de Betaram, qu'elle le veuille ou pas, qu'elle le reconnaisse ou pas, elle a laissé faire des laïcs aussi perpétrer des vous êtes crimes. une sorte de justicier. Vous avez. Et peut-être qu'Alain, tu restes à soif côté. de justice, quoi. Tu restes prêt aussi, peut-être, parce qu'aussi tu as l'espoir que les choses évoluent. Et souvent, tu m'as dit, j'aimerais que la congrégation sorte de cette crise par le haut. C'est aussi un souhait aussi que tu as. En fait, Alain, il a jamais été dans la vengeance. Il a jamais eu de propos véhéments. Il a jamais. Non, d'ailleurs, franchement, quand vous avez rencontré François Bayrou, au sommet de la polémique, vous avez été magnanime, parce que vous auriez pu, ce jour-là, obtenir sa démission en quelques mots, en quelques phrases. Vous ne l'avez pas fait. Je pense que j'étais prêt à quitter, si j'avais pas senti la sincérité de la personne, je serais parti. Et certains m'en veulent beaucoup d'ailleurs, de pas l'avoir enfoncé. Oui, de ne pas l'avoir enfoncé. En plus, vous voyez, avec l'impopularité qu'il a, je pense que j'aurais gagné en popularité. Non, je crois que c'est aussi un devoir d'essayer d'être le plus juste possible, le plus digne possible. Mais d'accuser un homme de couvrir des réseaux pédocriminels, c'est une connerie.
après qu'il n'ait pas agi comme il aurait dû agir, comme beaucoup d'enseignants, toute cette communauté, tous ces élus qui gravitaient autour de ce type de structure, et notamment celle de Bétara, oui, il avait une responsabilité. Je le dis dans le livre, je lui ai dédicacé à Matignon d'ailleurs le livre, et vous savez ce que j'ai mis dans la dédicace? J'ai mis à François Bayrou, l'homme qui peut tout changer. Parce que je crois que les hommes, ils ont toujours cette capacité de pouvoir progresser, d'aller au-delà. Aujourd'hui, il est Premier ministre, et c'est de sa responsabilité de traiter de ces dossiers de victimes, même s'il n'aime pas ça, même si ça le remue au fond de lui, parce que je sais que c'est un homme qui est blessé, qui souffre, qui n'est pas du tout fier de cette affaire de Bétharam. Et c'est un père de victime. Et c'est un père d'une victime. Et c'est le père d'enfants. Il a beaucoup de petits-enfants. Donc, considérons que ce dossier, il n'est pas si simple qu'il n'y paraît. Parce que tout le monde aimerait avoir une personne responsable de ce merdier. En fait, je dis qu'on a tous une responsabilité dans cette façon de croire que en brisant les enfants, en permettant d'approcher leur corps, de les violenter, eh bien, on peut se permettre ce que se sont permis ces laïcs et ces prêtres de Bétharam. C'est donc Le silence de Bétharam d'Alain Esquer et Clémence Badaud. Merci infiniment d'être venu. C'est aux éditions Michel Lafon. Et je dirais même, pour reprendre encore plus de la hauteur, c'est aussi un devoir d'écouter ces victimes, parce que ce sont, comment dire, c'est la masculinité qui est en cause. Oui. Si on veut savoir ce que sont les hommes, il faut s'interroger sur nos pères, sur ces hommes traumatisés, parce qu'ils sont si nombreux que peut-être que c'est là le secret du changement, et que peut-être si on entend cette voix-là, on pourra tous évoluer ensemble. Voilà, c'était une belle parole finale. Voilà, merci beaucoup à tous. Merci à l'équipe du Figaro Télé qui est si patiente avec nous. Merci à la Pérouse. Je voulais dire autre chose. Ah oui, bonsoir.